sur Radio J. Elle est avec nous en studio, en direct. Rina Bassiste, journaliste israélienne. Bonjour Rina. Bonjour Ilana, bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous si tôt ce matin. Alors il y a beaucoup d'actualités. On va peut-être revenir d'abord sur ce voyage de Benyamin Netanyahou aux États-Unis. Beaucoup de sujets ont été évoqués avec Donald Trump. À l'origine, l'objectif était de le faire reculer sur les droits de douane. Finalement, ils ont beaucoup plus parlé de l'Iran et de la situation à Gaza. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette visite, Rina ? Oui, effectivement, d'abord, M. Netanyahou a dit qu'il était invité d'aller à la Maison-Blanche. Je pense que plutôt on peut dire qu'il était convoqué à la Maison-Blanche parce qu'il y avait une sorte d'ultimatum de la part du président Trump qui a dit si vous voulez parler de ces sujets, et là c'était le sujet des tarifs, vous venez lundi. Ouais, donc là, ça a été très rapide. Il n'y avait pas vraiment un choix, il fallait que M. Netanyahou se déplace. Effectivement, il est allé directement de Budapest, là où il est passé tranquillement son week-end. Et après, il faut dire, effectivement, le bureau de M. Netanyahou a dit qu'il y avait une visite chaleureuse. Certes, la visite était chaleureuse. Il était accueilli à l'entrée de la Maison-Blanche par le président américain. Ils ont dîné ensemble. Il y avait aussi des compliments qui étaient donnés par la part du président américain vis-à-vis de M. Netanyahou. Mais de l'autre côté, c'était une visite extrêmement compliquée, même embarrassante pour le premier ministre israélien qui n'a pas eu gain de cause sur aucun sujet, il faut le dire. Et d'abord, il y avait cette annonce, je crois, qui était sur reçue l'Iran avec stupéfaction en Israël sur les négociations directes avec l'Iran sur le sujet nucléaire. Alors l'Iran a nié par ailleurs, a dit que ce n'était pas des pourparlers directs, bien que ce samedi, on sait qu'à Oman, Steve Witkoff va rencontrer des responsables iraniens. Benyamin Netanyahou, lui, a dit qu'une guerre serait inévitable avec l'Iran. C'est ça qu'on retient en Israël aujourd'hui ? Oui, disons, il y a deux visions là, parce que d'un côté, on sait, ça, le président américain n'a pas caché, il a dit ça même pendant sa campagne électorale, qu'il voulait arriver à un accord avec les Iraniens. Oui. Il a répété ça plusieurs fois, donc là, il n'y a pas de surprise. Maintenant, on sait aussi qu'au moment où il a annoncé, il y a déjà quelques jours, qu'il y aura des négociations indirectes avec l'Iran, effectivement, les États-Unis ont déjà commencé des contacts indirects avec l'Oman et avec des responsables iraniens. Donc là, on est déjà dans un début d'un processus pour Israël, ou plutôt, je dirais, pour le gouvernement de Netanyahou. Ouais. Il y a un seul schéma. D'abord, il faut frapper et après négocier, pas faire l'inverse. Là, on croit que M. Trump n'a pas du tout pris ou s'est inscrit dans ce schéma-là. D'abord, il va négocier. Si ça ne marche pas, peut-être, je dis peut-être, il y aura le feu vert pour Israël à frapper. Qu'est-ce qui différencie ce que dit aujourd'hui Donald Trump de ce que disait avant Barack Obama sur l'Iran et qui était dénoncé par Israël ? Bon, d'abord, il ne faut pas oublier que c'était quand même M. Trump qui se reculait de cet accord original avec les Iraniens. Donc là, on se demande qu'est-ce qu'il veut exactement. Qu'est-ce qu'il peut proposer aux Iraniens qui n'était pas proposé avant. Qu'est-ce qu'il peut proposer que M. Obama, à l'époque, n'a pas proposé, n'a pas en fait reçu de la part des Iraniens. Et il ne faut pas oublier que pendant ce temps, depuis que M. Trump a cassé cet accord, est sorti de cet accord à l'époque, les Iraniens, ils ont progressé. Ils n'ont pas arrêté avec leur programme nucléaire. Ils sont bien avancés sur plusieurs niveaux, si c'est l'enrichissement de l'uranium. Et peut-être ça, on ne sait pas, ça c'est plus difficile à savoir, à vérifier. Est-ce qu'ils sont aussi avancés sur le développement d'une arme nucléaire, parce qu'il ne suffit pas d'enregistrement de l'uranium, mais on n'est pas dans la même situation on était il y a quelques années. Alors l'autre titre de l'actualité aussi, Rina, ce matin en Israël, c'est la Haute Cour qui maintient le chef du Shin Bet à son poste malgré sa révocation par le gouvernement. La Cour qui a clairement indiqué au gouvernement qu'il ne pouvait prendre aucune mesure pour destituer Ronen Bar de ses fonctions tant que l'injonction provisoire est en vigueur. Certains ministres appellent à ne pas respecter justement cela. On en est où ce matin ? Oui, le mot-clé, c'est provisoire. En fait, les juges, ils ont dit on va attendre avec ces décisions. C'est bientôt Pessah, la Pâque juive, on va attendre.
On va se réunir les 24. On donne un peu le temps pour le gouvernement et pour la procureure générale de rediscuter les choses et peut-être ils pourront arriver à un compromis. Mais c'est très difficile à avoir un compromis. Il y a deux problèmes en fait. Il y a un problème qui est plus procédural, si je peux dire, même si c'est une question de fond. Ouais. Et là, c'est le fait qu'en fait, le gouvernement a tout simplement dit vous êtes licencié, voilà, Ouais. c'est tout. Sans donner trop d'explications et ce qu'il faut faire normalement dans toute procédure de licenciement. Et il n'y avait pas non plus. L'avis n'était pas demandé de ce comité qui est responsable de la nomination de hauts fonctionnaires, ce qui est très important. Et encore, ce n'est pas juste une question procédurale, mais aussi une question de fond. On voit bien que le gouvernement voulait absolument qu'il soit licencié, n'importe pour quelle raison. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la question des conflits d'intérêts. Et là, c'est quelque chose qui est plus difficile à résoudre. Je veux dire, la première question peut-être pourra se résoudre d'ici jusqu'à 24 avril. La deuxième, les conflits d'intérêts avec cette histoire de Qatargate, où en fait le Shin Bet est en train d'enquêter contre des associés de M. Netanyahou, et cette hypothèse, qui est peut-être vraie, que M. Netanyahou voulait arrêter d'une certaine façon cette investigation, ce qui explique le licenciement de Ronen Bar. Là, bien sûr, je ne vois pas comment on peut trouver un compromis sur ce sujet. Le Qatargate, est-ce que ça peut faire tomber Netanyahou? Ça dépend de là où l'enquête arrive. Pour l'instant, il n'est pas suspect. Ça, il faut dire très clairement. Le Premier ministre n'est pas suspect, il n'y a pas des accusations contre lui. Alors que nous disent les précautions qu'il semble prendre par rapport au Shin Bet? Disons, il faut dire que quand même les gens qui sont soupçonnés, les gens qui étaient arrêtés, qui sont toujours détenus, c'est des associés extrêmement proches de M. Netanyahou. C'est vraiment, au moins, M. Ourich, peut-être les deux autres un petit peu moins, mais M. Ourich était vraiment un homme de confiance à M. Netanyahou. Donc, même si M. Netanyahou n'est pas impliqué directement, la question se pose, comment est-ce possible qu'un de ses associés les plus proches, quelqu'un qui est dans les secrets des États, avec les choses les plus sensibles que le Premier ministre israélien traite, ce monsieur-là était peut-être indirectement en contact avec des agents qataris qui même participaient à une certaine campagne de relations publiques pour le Qatar, au même moment où Israël était en train de négocier justement le relâchement des otages. Qatar jouait un rôle clé dedans, mais Qatar n'est pas défini comme un pays ennemi, mais n'a pas non plus de relations diplomatiques en Israël. C'est extrêmement sensible. Eh bien, merci beaucoup, Rina Bassiste. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. C'est toujours trop court, mais on aura évidemment l'occasion de se retrouver sur cette antenne. Merci infiniment. Bonne journée et à très bientôt.